Donc bonjour à tous et merci effectivement de vous être déjà connectés en fait bien à l'heure. On attend encore quelques minutes le temps que tout le monde nous rejoigne et on va pouvoir démarrer. Voilà, je le redis pour les personnes viennent de se connecter. Donc bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. On attend encore quelques minutes et puis on démarre. Donc on va démarrer à 11h05, le temps pour les dernières personnes de pouvoir se connecter. Ne soyez pas surpris, hein, pour les personnes qui viennent juste de nous rejoindre, si vous n'entendez pas de son, en fait, pour l'instant. C'est juste, on attend encore quelques minutes pour permettre aux dernières personnes de se connecter. Nous allons démarrer. Donc effectivement, hein, pour tout le monde et comme vient de vous l'écrire, en fait, Rémi, dans le chat, donc peut-être 2 informations. La première, c'est que les supports de présentation vous seront transmis. Et puis la deuxième chose, c'est que n'hésitez pas en fait au fur et à mesure du webinaire, donc votre micro de toute façon est coupé en fait, lorsque vous vous connectez. Mais par contre, n'hésitez pas à poser les questions que vous auriez en fait pendant tout le déroulé du webinaire par l'intermédiaire du chat et nous y répondrons donc à différents moments, de toute façon sur un temps assez conséquent en fin de webinaire, et puis si besoin en fait entre les parties. Voilà, il y a encore une petite minute, le temps de permettre aux dernières personnes de se connecter et puis on pourra, ouvrir donc ce deuxième webinaire sur le cycle économie circulaire, qui est dédié donc à la partie en fait, ACV produits et notamment à la production des FDES et des PEP. Très bien. Je vous propose de démarrer donc merci à nouveau à tous de participer à ce webinaire et bienvenue aux personnes qui nous ont rejoints là sur les dernières minutes. Donc je vous le disais, on en est en fait, au deuxième webinaire dans ce cycle sur l'économie circulaire. Heu, Nous allons parler aujourd'hui principalement en fait de la partie donc, ACV produits, hein, dans le cadre de l'entrée en vigueur de la réglementation environnementale en fait 2020, donc pour laquelle je pense vous avez tous en fait un premier niveau ou un bon niveau d'information. Et donc nous allons être ensemble de 11h à 12h30 donc pour évoquer en fait autour de cette partie ACV produits notamment, la production des FDES et des PEP. Donc juste quelques éléments d'information en amont. En tant que participant, je le disais tout à l'heure, hein, votre micro est désactivé par défaut, donc c'est normal. Vous avez la possibilité d'interagir en fait, soit avec nous, soit entre vous par l'intermédiaire en fait du chat, donc n'hésitez pas à le faire. Et donc on s'attachera bien évidemment avec Lucas à répondre au maximum de questions. Si nous n'avions pas le temps de répondre à la totalité des questions, de toute façon, nous reviendrions vers vous en fait après le webinaire puisque, voilà, le chat est disponible pour nous également a posteriori. Et puis si vous ne nous entendez pas,
Donc peut-être 2 choses, assurez-vous d'abord bien évidemment d'avoir bien activé vos micros, assurez-vous également que vous n'avez pas gardé une session d'un autre, outil de visio en fait ouvert, ça peut parfois bloquer et puis, et bien peut-être redémarrer dans ces cas-là le navigateur, sur un des 3 qui vous sont indiqués ici. En général, ça fonctionne bien. Donc, nous allons aujourd'hui, en fait, intervenir à 2, hein, avec Lucas, que vous voyez également, en fait, en vidéo sur ce webinaire. Donc Lucas est directeur du pôle bâtiment chez EVA, j'y reviendrai juste après. On présentera nos structures et les actions de nos structures autour de l'économie circulaire. Et puis je m'occupe moi-même de la direction du développement au sein du pôle fibre énergie. Donc, pour le déroulé du webinaire, vous le voyez, on va démarrer par une rapide introduction pour juste que vous ayez tous bien, en fait, en tête quelques éléments de lecture sur nos structures respectives et donc sur le partenariat entre le pôle et EVA sur cette thématique. Nous évoquerons, en fait, et nous ferons un rappel sur la partie réglementation environnementale 2020 et la partie ACV bâtiment, hein, qui est donc le socle, bien évidemment, derrière, en fait, de la deuxième partie que vous voyez à suivre, qui est celle sur la partie ACV produits et donc notamment la production des FDES et des PEP. Nous vous évoquerons en fait les dispositifs d'accompagnement que nous portons sur ces sujets-là et donc comment on peut vous aider en fait dans ces démarches. Et puis nous aurons un temps de questions-réponses en fin de parcours et on pourra, si besoin, en fait, en fonction de vos questions, prendre également des questions en cours de route. Donc très rapidement, et pour passer tout de suite dans le vif du sujet, quelques éléments de rappel sur les 2 structures. Donc le pôle Fibre Énergie Vie, c'est un pôle de compétitivité, association parapublique qui intervient en fait aujourd'hui auprès de l'ensemble des acteurs de la filière, bâtiment et aménagement au sens large, sur les thématiques en fait du bâtiment durable, des matériaux et de l'énergie. Donc on est à ce titre-là très fortement en lien notamment avec le comité stratégique, de filière industrie pour la construction avec qui nous portons, différents sujets donc sur 4 axes thématiques que vous voyez ici. La partie énergie, donc, où on est dans la continuité des réglementations thermiques notamment, hein, et puis, également avec des sujets très particuliers sur les enjeux en termes de rénovation énergétique du patrimoine, ou sur les questions à proprement parler, liées à la dimension smart building et smart grids, donc des bâtiments et une infrastructure et des territoires qui soient intelligents. La thématique carbone, donc qui est celle qui va nous intéresser aujourd'hui, sur lequel là, on est sur un focus, mais sachez que l'action du pôle sur cette thématique carbone est plus large que ça et donc que nous intervenons vraiment sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment et sur les thématiques, en fait, liées à la mise en œuvre de la stratégie bas carbone. Une troisième thématique qui est celle de la santé et du confort des usagers, sur laquelle on intervient à la fois sur les pathologies du bâtiment d'un côté et puis de l'autre côté sur le confort des personnes qui occupent en fait les ouvrages. Donc que ce soit les problématiques ou les sujets liés à la qualité de l'air, au confort d'été ou aux îlots de chaleur urbains, aux questions en fait de vieillissement et de handicap des personnes. Voilà, tous les sujets qui vont tourner vraiment autour de la santé et du confort en fait des usagers qui occupent les ouvrages. Et puis le dernier volet, le dernier axe thématique d'action du pôle, c'est un sujet sur le numérique et l'intelligence artificielle. Donc avec un enjeu qui est vraiment de travailler sur les apports, heu, des outils numériques et de la puissance de calcul pour aller optimiser un certain nombre d'étapes en fait encore une fois dans l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Donc depuis en fait finalement la production des composants du bâtiment jusqu'à la revalorisation en fin de vie en fait, de ces mêmes composants en passant par la conception, la réalisation et l'exploitation maintenance des ouvrages. On intervient de 3 manières. Donc, dans une première dimension, je vous l'ai dit, on est une association parapublique qui consiste à animer, en fait, la filière sur ces sujets-là, et donc vous le verrez, on regroupe un tissu de 231 membres d'un côté et puis de plus de 500 partenaires de l'autre. Donc on a cet enjeu sur les thématiques que j'ai évoquées avant et bien, c'est l'objet notamment du webinaire d'aujourd'hui, de pouvoir sensibiliser les acteurs de la filière sur quels sont les grands enjeux associés à chacune de ces thématiques et donc ça passe par un dispositif de communication et d'événementiel notamment. On a un deuxième moyen d'action qui est le métier historique des pôles de compétitivité, qui est le projet collaboratif, donc le montage de projets de recherche et développement et et bien, finalement, un parcours qui va aller de l'idée jusqu'à la mise en marché de ces innovations, avec des enjeux qui sont notamment de s'entourer des bons partenaires et de mobiliser, en fait, les bons guichets de financement public. Et puis une troisième partie d'activité du pôle qui sont des services, donc sur lesquels nous sommes prestataires, où nous apportons soit de l'expertise humaine, soit des outils,
mais avec un enjeu qui est toujours dans cette même ligne, vous l'avez compris, qui est l'ADN innovation du pôle, hein, donc qui est plutôt de prendre des sujets qui sont des sujets, soit sur lesquels il y a des enjeux réglementaires très, très forts, c'est le cas en fait du sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, ou alors des sujets sur lesquels on sait qu'il y a, eh bien un enjeu de pouvoir aider les acteurs de la filière à plus rapidement muter, et donc à faire en sorte que les transitions environnementales, énergétiques et numériques, eh bien, puissent, s'accélérer en fait à l'échelle de la filière. Donc on est un écosystème fort de 231 membres, je l'ai dit tout à l'heure. Vous retrouvez ici un certain nombre d'acteurs, ils n'y sont bien sûr pas tous. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que, le pôle est représentatif en fait de la filière et c'est un enjeu pour nous. Donc vous voyez qu'on va retrouver l'ensemble des acteurs, hein, de la filière du bâtiment, que ce soit les industriels, la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, public, privé, bâtiment, aménagement, les entreprises de travaux bien évidemment, les éditeurs de logiciels, les acteurs de la formation ou de l'économie circulaire et puis en fait les acteurs académiques, donc laboratoires, centres de recherche, centres de formation ou encore les financeurs publics et privés, donc les donneurs d'ordre publics sur les territoires et puis un certain nombre de banques ou d'assurances sur, l'axe privé. Vous retrouvez, si vous le souhaitez, donc suivre le pôle, hein, et les activités du pôle. Vous retrouvez donc quelques éléments d'information sur le dispositif d'animation et puis vous avez la possibilité, que ce soit en fait par LinkedIn ou par le site en fait internet du pôle, eh bien de suivre nos activités et donc de pouvoir éventuellement vous inscrire en fait à d'autres dispositifs d'animation. Heu et puis peut-être je vais laisser la parole à Lucas pour présenter, EVA et puis je reviendrai sur nos actions communes et sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Oui, bonjour à tous. J'ai laissé Ronan jusqu'à leur parler, mais bonjour à tous, toutes les personnes présentes. Donc ouais, EVA, donc on est structuré autour de trois piliers, hein. Le conseil formation, donc la réalisation d'ACV, hein, notamment d'analyse du cycle de vie, que ce soit produit, service ou aussi de l'ACV social, donc environnemental et social. La formation évidemment, donc le transfert de compétences, on va en reparler juste après. Et puis une grosse partie logicielle où on distribue en partie des logiciels qui sont maintenant leaders, hein, notamment en analyse du cycle de vie. Et on en crée aussi, donc on va reparler un peu plus tard de DevDeck notamment, un logiciel de réalisation de FDES. Et puis une partie recherche et développement avec des projets notamment ANR ou liés à l'ADEME qui nous permettent de rester toujours au cœur de la méthodologie d'analyse du cycle de vie qui est en constante mutation. Et puis, si on fait un focus sur la partie bâtiment, puisque EVA, c'est pas seulement le bâtiment, mais c'est aussi d'autres secteurs d'activité, hein, comme l'aéronautique, comme l'agriculture. Mais sur la partie bâtiment, on est aujourd'hui, nous, 17 à travailler sur ce sujet-là, à travers voilà, une expertise qui date en fait de 2010, hein, les premières analyses psychologiques qu'on a faites sur les secteurs du bâtiment. Il y a des vérificateurs qui sont habilités autant par Ignies pour les matériaux de construction que par l'association PEP EcoPassport pour les produits électriques, électroniques et de génie climatique. Et puis récemment, il y a eu pas mal de mouvements normatifs. Vous en êtes sans doute un petit peu au courant, on va en reparler plus tard, et on y a évidemment participé à travers l'expertise qu'on a acquise du coup depuis ces 10 dernières années. Voilà. Et puis voilà, quelques syndicats ou centres techniques qu'on a pu accompagner, que ce soit dans la formation, que ce soit dans la réalisation d'ACV, on les retrouve en bas, je ne veux pas les détailler. Donc Ah, vous pardon, vas-y. non, non, c'est moi, pardon. Vous voyez effectivement que ce partenariat, il prend tout son sens effectivement et donc sur plusieurs axes, hein, de missions que nous avons en commun, que ce soit au niveau du pôle et des VA et donc c'est pour ça qu'on a travaillé ensemble cette convention de partenariat avec Lucas il y a quelques années maintenant, avec un enjeu qui est, sur différents axes. On ne va pas tous les décliner, mais juste pour que vous ayez cette vision complète, donc qui est à la fois de contribuer au développement durable par l'éco-conception de produits et de services, qui est de promouvoir le bâtiment sain, circulaire et responsable, qui est d'assurer un transfert de compétences, parce qu'on est toujours dans ce même enjeu qui est aussi tout essayer de faire en sorte que les travaux que l'on peut avoir en fait à une échelle individuelle avec des acteurs puissent ensuite à la fois, leur permettre à eux de devenir autonomes et d'accélérer en fait leur transition en interne, notamment sur ces sujets en fait liés à l'économie circulaire et au développement durable, mais aussi en externe, et donc d'essayer de faire en sorte que ces sujets-là, bien ils puissent diffuser et trouver un écho au niveau de la filière et puis de faciliter l'accès en fait aux bons outils. On aurait pu rajouter éventuellement également, de faire un travail d'anticipation et de veille de par la présence qu'évoquait Lucas en fait au sein des comités normatifs ou par les partenariats que nous avons en fait ensemble, auprès de plusieurs acteurs, notamment sur ces sujets de l'économie circulaire. Donc si on rentre maintenant dans le vif du sujet de ce qui va, je pense beaucoup plus vous intéresser en fait, dans le webinaire,
qui est en fait l'entrée en vigueur de la réglementation environnementale 2020 et la partie ACV bâtiment. Donc, vous le savez, mais peut-être juste pour se redonner quelques éléments de lecture et d'information sur l'actualité réglementaire, ou en tout cas sur ce qui a été, ce que sont finalement le socle, hein, de cette réflexion autour de la prise en compte de la partie carbone. D'abord, on a en fait, la loi de transition énergétique pour la croissance verte, donc qui est en fait rentrée, en tout cas qui a été introduite dans la réglementation en 2018 avec donc une réflexion sur, un seuil maximal en fait d'émissions de gaz à effet de serre pour les bâtiments neufs. Et donc en fait cette approche et cette introduction en fait, dans la réglementation par l'intermédiaire en fait de cette loi, et bien elle s'appuie sur, une méthodologie qui est reconnue, qui est celle de l'analyse du cycle de vie et on va y revenir après. Le deuxième élément peut-être qui est intéressant dans cet environnement-là, on ne va pas parler de la partie européenne, mais on pourrait le faire aussi, hein, c'est, les travaux portés en fait par la DHUP avec notamment en fait la mise en place d'un référentiel énergie et carbone, donc pour l'évaluation des bâtiments, qui a fait l'objet en fait d'une expérimentation pré-réglementaire en fait à partir de l'automne 2016 et avec des publications qui ont donc commencé à ce moment-là, qui même chose en fait vont dans le même sens, c'est-à-dire vont dans le sens, d'une prise en compte, en fait, plus importante d'un deuxième critère, qui est celui du carbone. On pourrait parler d'énergie grise dans ce cadre-là, vous allez le voir juste après, dans la réglementation, hein, et notamment, en fait, dans le cycle de vie des ouvrages. Le troisième élément, c'est que, eh bien, ça on a également, en fait, à l'intérieur de ça, un travail qui s'est fait, donc qui a été un travail préparatoire par la mise en place, en fait, d'un observatoire et de groupes consultatifs pour aller faire un travail de capitalisation, en fait, sur des retours d'expérience et sur des cas concrets. Vous avez, je pense, entendu parler de l'expérimentation E+, C-, avec cet enjeu qui a été, en fait, de finalement confronter une première version du texte réglementaire, à et donc des méthodes, hein, de calcul qui étaient imaginées, ou des seuils qui étaient envisagés ou possibles, à, eh bien, des cas d'usage et des retours d'expérience concrets, hein, et donc c'est cette somme, j'allais dire, d'éléments, à la fois, en fait, j'allais dans une logique de cohérence réglementaire et puis à côté de ça, dans un travail en fait également, de prise en compte de retours d'expérience ou de cas d'usage concrets, qui a amené en fait à la publication donc, du texte définitif en fait de la réglementation environnementale 2020, avec alors pour le coup elle s'appelle 2020, mais une entrée en vigueur, vous le savez, qui se fait en 2 temps sur le début d'année 2022, c'est-à-dire qui est entrée en vigueur pour les logements collectifs et individuels depuis le 1er janvier 2022 et donc ça c'est déjà applicable en fait pour la partie neuve, ça s'applique à l'ensemble en fait des acteurs de la filière aujourd'hui, pour l'ensemble des dépôts de permis de construire qui se font, depuis cette date, et puis d'une deuxième date qui sera donc une entrée en vigueur demain, hein, c'est-à-dire au 1er juillet 2022 pour ce qui concerne les bâtiments tertiaires, donc bureaux, enseignement primaire ou secondaire, voilà, l'ensemble des bâtiments tertiaires. Alors, si on revient un petit peu sur l'origine et la genèse, en fait, de cette partie réglementation environnementale 2020, il y a juste un élément qui nous paraissait intéressant à partager avec vous, qui est, en fait, dans l'histoire, j'allais dire, de ces réglementations. Vous le savez, on a, de par les réglementations thermiques, donc les premières sont nées en 1974, la dernière en date était celle, en fait, en 2012, fait un travail, en fait, sur ce qu'on a appelé l'énergie d'usage ou sur 5 postes, notamment pour les 2 dernières particuliers. Il y a eu tout un travail, en fait, finalement, pour aller réduire, la consommation d'énergie d'usage, en fait, des bâtiments. Et donc à ce titre-là, on a finalement, en fait, réduit progressivement, en fait, les besoins de consommation en énergie d'usage des ouvrages. Par contre, le corollaire de ça et donc, l'énergie d'usage est en jaune et l'énergie, en fait, grise, est en gris, en l'occurrence sur le graphique, eh bien, vous voyez qu'à l'inverse, on a, par j'allais dire un investissement plus important sur les composants du bâtiment, notamment sur l'isolation ou sur un certain nombre d'équipements, on a augmenté en fait, la part d'énergie grise et la consommation d'énergie grise des bâtiments, et donc en fait, l'origine de la réglementation environnementale 2020, hein, et donc de ce critère carbone, eh bien, vient notamment de cette réflexion-là, c'est-à-dire avec une idée qui consiste à dire: «Il faut qu'on ait un travail qui soit double», c'est-à-dire qu'il ne faut pas déplacer un poste de consommation vers un autre, hein, donc de l'énergie d'usage vers l'énergie grise, mais bien avoir une approche globale en fait, sur l'énergie consommée par le bâtiment, que ce soit l'énergie d'usage qui reste donc la partie E+, on va dire, de la réglementation environnementale, c'est-à-dire plus d'efficacité, plus de sobriété énergétique des bâtiments et en même temps, sur la partie énergie grise qui est le critère carbone, donc c'est moins de carbone, embarqué, j'allais dire entre guillemets «dans les composants du bâtiment», qui composent le bâtiment, composants et équipements.
Donc cette approche de la réglementation environnementale 2020 et notamment le critère carbone, elle s'appuie sur une méthodologie qui est décrite, qui est reconnue, qui est celle de l'ACV bâtiment. Donc on va y revenir très très en détail, j'allais dire après, en fait, dans le cadre de la partie sur l'ACV produit. Mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que donc cette approche sur l'ACV bâtiment, elle est multi-étapes, multisystème et multi-indicateur. Alors vous verrez que la partie multisystème ou multi-indicateur est nommée différemment après dans la partie ACV produit, mais ça reste la même logique. Donc je ne vais pas forcément trop m'étendre là-dessus parce qu'on va y revenir après. Multi-étape, ce qu'il faut retenir, c'est que ça intervient bien sur la totalité du cycle de vie du bâtiment, depuis l'extraction des matières jusqu'à la fin de vie. Multisystème, ça veut dire qu'on tient bien compte pour un produit donné de l'ensemble des éléments en fait associés à ce produit, c'est-à-dire les consommables, les emballages, éventuellement les déchets post-production, enfin, donc une approche système, hein, et donc du produit et de pas uniquement en fait les matériaux qui composent ce produit-là, mais bien l'ensemble des éléments associés. Et puis multi-indicateurs en fait, puisqu'on va prendre en compte plusieurs indicateurs en fait dans cette analyse, pour éviter notamment en fait des déplacements de pollution, mais Lucas y reviendra tout à l'heure. Donc, vous avez vu, hein, je vous l'ai dit, multi-étapes, donc vous retrouvez ici cette approche un petit peu plus visuelle, en fait, sur la partie multi-étapes, c'est-à-dire depuis l'extraction des matières jusqu'à la fin de vie des matériaux, en passant par l'ensemble des étapes, en fait, de ce cycle intermédiaire, c'est-à-dire les phases de transport, bien évidemment, qui interviennent à différents moments, la transformation des matières pour amener, en fait, jusqu'à la fabrication de matériaux et de composants du bâtiment, les phases, bien évidemment, de construction, donc la partie chantier en elle-même lorsque ces composants vont être mis en œuvre dans un bâtiment, ce qu'on appelle la vie en œuvre, c'est-à-dire pendant l'exploitation maintenance et pendant la vie du bâtiment, en fait, lorsque ces composants sont, eh bien, constitutifs d'un ouvrage, en fait, qui est en place. La déconstruction, démolition, bien évidemment, lorsqu'on va ensuite rentrer dans des phases soit de réhabilitation, soit sur des programmations de déconstruction, en fait, d'un certain nombre d'ouvrages. Et puis, en fait, la fin de vie de ces matériaux en fonction du type de fin de vie, c'est-à-dire, et ça c'est décrit dans le code de l'environnement, hein, du réemploi à la réutilisation, au recyclage, en passant par l'incinération et enfin, en allant jusqu'à l'incinération et l'enfouissement, pardon. Donc peut-être juste pour revenir sur ces axes de travail, sur la réglementation environnementale 2020, ce qui est important, et on va le voir après, c'est qu'il y a un objectif qui est phasé sur plusieurs années, sur 10 ans, qui est d'aller réduire en fait de -30 l'impact en fait, hein, carbone des bâtiments et des ouvrages en fait, notamment neufs, sur les 10 années qui arrivent. Donc vous voyez que c'est aligné également, avec la réglementation et la stratégie européenne à ce niveau-là sur la stratégie bas carbone. C'est une composante énergie qui est conservée, c'est-à-dire avec toujours un enjeu qui est de s'orienter vers une meilleure sobriété, une meilleure performance en fait, énergétique des bâtiments et une réflexion sur la décarbonation pardon, de l'énergie qui est mise en œuvre ou utilisée. Heu, un confort d'été, donc ça c'est quand même un élément important, c'est que on rentre sur une intégration en fait un petit peu plus forte du confort d'été dans cette approche-là, bien notamment vous le savez par rapport aux problématiques de réchauffement climatique. On voit bien qu'aujourd'hui la question n'est plus vraiment de réussir à assurer le rafraîchissement des bâtiments en hiver, mais il est plutôt en fait de se dire comment on va avoir des bâtiments qui permettent encore en fait à des usagers d'occuper ces logements en été, notamment pendant des périodes de forte canicule, qu'elles soient épisodiques ou plus, comment dire? Plus régulières et plus longues. Et puis donc cette prise en compte de l'impact carbone, on vient de l'évoquer, on va y revenir, avec un enjeu qui est de diminuer l'impact carbone en fait des bâtiments sur la totalité de leur cycle de vie. Et donc ça, vous allez le voir, on va le reprendre juste après, ce sont des seuils qui sont progressifs, donc ça c'est aussi un élément qui est important. C'est la même approche que celle des réglementations thermiques, mais on a déjà une visibilité, en tout cas un premier niveau de visibilité qui nous est donné jusqu'à 2028 ou 2031. Et puis, l'intégration et la prise en compte aussi plus forte dans ce travail, de l'amélioration du traitement de la qualité de l'air intérieur et notamment, en fait, d'une approche plus forte, j'allais dire, sur la ventilation qui, jusqu'à maintenant, quand même, était restée, en fait, sans évolution réglementaire pendant plusieurs années. Donc ça, c'est aussi important et ça contribue bien évidemment, en fait, à la partie confort d'été. Alors, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais retenez juste que dans la modélisation, hein, donc sur ce qui est, des produits, il y a différents lots. Il y a des lots qui sont des lots sur lesquels, en fait, il y a une attente forte qui est de travailler, en fait, sur une approche détaillée de calcul pour les lots. Donc c'est les lots que vous voyez, en fait, les 8 premiers lots, hein, que vous voyez d'inscrits, donc de, 1 à 13, mais en réalité, vous voyez qu'il y a un saut entre le 7 et le 13. Donc de ces 8 premiers lots,
Et puis une approche qui peut être une approche forfaitaire pénalisante en fait, sur les 5 lots complémentaires que vous voyez d'indiqués en dessous. Je ne vais pas forcément, trop détailler ça, Lucas s'il le souhaite aussi pourra y revenir, mais voilà, c'est plus pour vous donner cette information pour que sur cette approche technique aussi, vous ayez bien ça en tête. Les seuils carbone, alors ce qui est important à retenir et je vous l'ai dit, on peut peut-être commencer par là, c'est que ces seuils sont évolutifs. Donc vous voyez qu'on a dans le tableau en bas à droite, hein, de par en fait, ce qui a été communiqué dans le décret, de fin juillet 2021, on connaît déjà pour la maison individuelle et le logement collectif ce que sont les seuils projetés. Donc ça permet quand même aujourd'hui en fait d'avoir une approche qui est une approche phasée sur laquelle si on veut être un petit peu schématique ou synthétique, globalement, l'entrée en vigueur du texte, en 2022, donc aujourd'hui, nous permet d'englober 85, 90, 95 en tout cas des composants, des solutions du marché disponibles en termes de matériaux et d'équipements, permettre avec un travail de conception et d'ingénierie sur la conception d'atteindre en fait un niveau C1 de manière relativement simple, on va dire. Par contre, on sait que si on commence à projeter ou en projetant ces seuils-là, globalement et ce sera l'objet du dernier webinaire au mois de septembre, on va très, très rapidement arriver sur une obligation beaucoup plus forte, notamment côté industriel sur les composants du bâtiment et ensuite sur l'ingénierie de conception en fait des bâtiments, des produits pardon et donc ensuite sur l'ingénierie de conception des bâtiments. On va très, très vite arriver à une obligation sur le volet produit d'une stratégie d'éco-conception beaucoup plus forte et donc sur une réflexion beaucoup plus forte sur la réduction des impacts environnementaux liés en fait à la fabrication des composants du bâtiment et puis sur la partie en fait ingénierie de conception des ouvrages et bien de devoir en fait finalement, être j'allais dire dans une intelligence, beaucoup plus forte dans l'ingénierie de conception. Alors c'est déjà le cas aujourd'hui, on sait le faire par l'intermédiaire du passif, hein, mais de voilà, de bien tenir compte de cet élément-là dans l'ingénierie de conception pour finalement, atteindre les seuils qui seront, ceux en fait projetés à horizon 2025, 28 et 31. Ce qu'il faut retenir dans cette approche un petit peu évolutive et dans les modulations, c'est que bon, cette approche, elle dépend effectivement de type du bâtiment, donc il y a une approche différenciée en fait en fonction des bâtiments. On garde la logique en fait, d'approche différenciée également en fonction des zones climatiques et de l'altitude, hein, ce qui était le cas en fait sur l'ART 2012 notamment et puis on tient compte également en fait, des contraintes locales, liées aux fondations, liées à la présence de parking, enfin de ce qui pourrait être des particularités vraiment très, très spécifiques en fait à un ouvrage donné. Et enfin peut-être la dernière chose mais on va le voir juste après, c'est que dans les informations donc qui seront, utilisées en fait finalement par les bureaux d'études et les acteurs de la maîtrise d'œuvre pour pouvoir modéliser en fait cette approche sur l'ACV du bâtiment, eh bien ils vont aller chercher des données, hein, propres à chacun des composants sur lesquels ensuite ils vont avoir eux en fait une intégration j'allais dire en fait et une modélisation à partir de ces données individuelles pour avoir une approche systémique du sujet et donc pour pouvoir, modéliser ce que sera l'impact carbone d'un bâtiment et donc ces données, ces informations, eh bien, ce sont d'un côté les FDES, donc les fiches de données environnementales et sanitaires pour tous les matériaux de construction hors ce qui est concerné par les PEP, donc qui est la deuxième source de données possible et donc les PEP, elles vont concerner les produits électriques et électroniques et de génie climatique, mais c'est le premier niveau d'information, hein, qui va être donc, en l'occurrence pour les FDES sur la base IGNES ou pour les PEP sur la base EcoPasseport, qui vont être, eh bien la source, j'allais dire, en fait, de données à utiliser par les acteurs de la maîtrise d'œuvre pour modéliser l'impact carbone d'un bâtiment. Et donc ça, on a une approche qui peut être soit il y a des données individuelles disponibles, c'est-à-dire propres à un acteur industriel et on va prendre en compte ces informations, soit il n'y a pas de données individuelles, mais il y a une démarche collective qui a été faite à l'échelle d'un syndicat ou d'une représentation professionnelle et donc ce sont ces informations collectives qui vont être prises en compte, mais vous voyez bien que là, on est dans une approche de moyenne, donc sur lequel on peut avoir des choses qui peuvent être en tout cas pénalisants si vos produits, individuellement sont plus vertueux peut-être que ceux de vos concurrents ou que la moyenne. Et puis un 3 niveau, j'allais dire, qui sont des données par défaut. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas de données, eh bien on utilise des données par défaut en fait pour modéliser, et pour, avoir des données disponibles pour modéliser la CV bâtiment et donc ça vous imaginez bien qu'après en fait, bah, là on est encore dans un facteur, j'allais dire de Hem, «pénalisant» entre guillemets puisque, bah, il y a pas de données individuelles, il y a pas de données collectives, donc les données par défaut, on est bien obligé en fait de prendre certaines sécurités pour être sûr que, on est dans une approche d'ACV bâtiment, on va dire, qui soit, en tout cas qui soit pas jugée plus vertueuse que la réalité.
Voilà. Je m'arrête sur cette partie-là et je passe la partie à Lucas. J'espère que j'ai pas été trop long. Encore une fois, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser via le chat. Et puis, bah, Lucas, je te passe la parole pour la partie maintenant, ACV produit, si tu veux bien. Ouais, merci Ronan. Effectivement, donc là, on a regardé un peu quelle méthodologie est appliquée au bâtiment, hein. Donc c'est la même, hein, c'est toujours la méthodologie d'analyse du cycle de vie qui est appliquée aussi au terme de produits. Donc on a vu assez bâtiments. Donc on parlera tout à l'heure un petit peu de logiciels, hein. Si vous utilisez des logiciels, c'est des logiciels du type Elodie, Pernod, ThermACV, des choses comme ça. Donc c'est vraiment l'agrégation de FDS et de PEP, comme disait Ronan, pardon, avec des données par défaut. On a la même méthodologie d'analyse du cycle de vie pour les produits. Et là, du coup, on rentre dans le détail des FDES, des PEP et d'ACV de façon générale, puisque la méthodologie est commune à tout secteur d'activité. Donc, on reprend ici l'approche multi-étape, hein, dont on parlait juste avant. On est bien l'extraction des matières premières à la fin de vie du produit. Donc voilà, toujours ces phases consécutives, hein, du cycle de vie pour ne pas en oublier une volontairement ou involontairement, évidemment. Une approche, hop, je vais passer avec les flèches, une approche multicomposant, donc ça on a déjà parlé, on prend le produit mais aussi tout ce qui va être associé, hein, le système d'emballage, les produits associés, les consommables, les chutes, etc. Pour prendre en fait pas seulement ce qui remplit la fonction du produit, mais aussi ce qui va être derrière et ce qui va aider à remplir directement ou indirectement la fonction de notre produit. Et puis une approche multicritère. Alors c'est un peu l'entre-deux, hein, puisque dans la série bâtiments, en tout cas dans celle qui est utilisée dans l'Aéro 2020, finalement, on n'a pas cette approche multicritère, on n'est que sur le réchauffement climatique, donc un seul critère, donc on pourrait ne pas appeler ça de l'ACV, c'est un peu un abus de langage, hein, finalement. Par contre, dans les F2S et les PEP, donc dans l'ACV produit, on est bien sur une approche multicritère, puisqu'on a le changement climatique, enfin réchauffement climatique dans les F2S, mais aussi aujourd'hui 26 autres indicateurs dans les FDS qui sont disponibles. Donc là, on voit des indicateurs de flux, un consommation d'énergie, etc. On va y revenir un peu plus tard sur ce qu'il y a exactement dans les FDS. Donc voilà, on a ces trois approches-là qui nous permettent derrière, alors grâce à un inventaire des flux intrants et sortants, hein, des intrants et des sortants, donc ça c'est le travail souvent que les industriels dont certains en font partie doivent faire, hein, c'est d'aller chercher tout ce qui rentre et ce qui sort du système, donc les matières premières, l'énergie, l'eau, mais aussi ce qui en sort, hein, tout ce qui va être production de déchets, chute, déchets d'emballage, etc. Donc tout ça doit être inventorié pour derrière permettre de faire l'analyse. Et à quoi sert la CV? C'est ce que disait Ronan tout à l'heure, c'est pour éviter les déplacements de pollution. Donc là, on est dans l'idée de éviter les, des fausses bonnes idées, en tout cas, ou des bonnes idées qui pourraient ne pas permettre un gain environnemental d'une phase à l'autre du cycle de vie. Donc là, par exemple, dans l'exemple qu'il y a là, hein, passer d'une fabrication plus faible, en tout cas avec un impact environnemental plus faible, mais avec des impacts environnementaux plus importants en termes de matières premières ou de fin de vie. Mais c'est aussi d'un indicateur du cycle de vie à un autre, qui peut aussi parfois avoir des déplacements de pollution. Donc voilà, l'ACV, c'est vraiment le cœur de son objectif, c'est d'éviter les déplacements de pollution. Puis bah, comment on peut l'appliquer? Là, je vais passer rapidement puisque vous connaissez bien, hein, j'imagine, hein, mais voilà, l'idée c'est de pouvoir comparer des choses, hein, que ce soit avec un système initial, final, donc comment on améliore nos produits. C'est un peu ce qu'on va appeler de l'éco-conception, hein. Il y a différents niveaux, mais la base est là. Ça peut être pour faire avancer l'état des connaissances, hein, que ce soit vis-à-vis de l'externe avec les politiques publiques ou en interne avec des décisions industrielles, hein, l'investissement, des nouvelles technologies, un nouvel fournisseur de matières premières, des matières recyclées, etc. C'est des décisions qui sont importantes pour une entreprise et qui du coup se basent sur une méthode scientifique. Et puis derrière, pour communiquer, que ce soit encore une fois en interne, pour mettre en avant les efforts que peuvent faire une entreprise, et puis en externe, pour mettre en avant des avantages commerciaux et nourrir finalement un service marketing qui peut avoir ces éléments-là à mettre en avant. Et puis, bah, enfin, voilà, les forces et les faiblesses que peuvent avoir cet ACV, il faut les avoir en tête parce que c'est une méthode certes scientifique, normalisée, hein, on ne parle même pas de normes dans le bâtiment, mais avant même de parler de normes dans le bâtiment, il y a les normes mondiales, hein, les normes ISO 14040 et 14044. Donc tout le monde
peut utiliser la même méthodologie. Ce n'est pas toujours le cas, mais tout le monde, en tout cas, a les mêmes bases de réflexion. C'est une démarche itérative, hein, toujours intéressant. Donc, on revient souvent sur les hypothèses, sur les données, etc. Donc, c'est aussi une des forces de l'ACV. Et puis, la principale, hein, c'est qu'on va avoir des résultats quantifiés. Donc, voilà, ça permet aussi de rendre les choses un peu plus concrètes, un peu plus tangibles. Par contre, évidemment, on a des faiblesses. La principale, qui est parfois moins visible, c'est le fait que l'ACV est dépendante du but qu'on se fixe, hein. On va parler juste après de l'unité fonctionnelle. Selon ce qu'on va définir comme fonction de notre produit, évidemment, on ne pourra pas comparer à la même chose derrière. Puis après, c'est des limites, disons, qui sont liées au fait que c'est une méthode en évolution, scientifique, mais en évolution, donc notamment avec des incertitudes, hein, que ce soit sur les méthodes, que ce soit sur les données, que ce soit sur les scénarios. On va avoir des hypothèses. Je pense que vous avez peut-être déjà tous eu l'occasion de regarder des F2S. On va avoir des durées de vie qui peuvent poser question parfois. On va avoir des scénarios de maintenance qui peuvent poser question. Ces hypothèses-là peuvent être mises en question. On essaye de limiter cette marge d'incertitude, mais elle n'est clairement pas nulle. Et puis, voilà, il y a des coûts, il y a des coûts et une complexité qui est aussi importante, hein. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes là, sans doute, c'est pour essayer d'être sensibilisé et de faire en sorte que des experts comme le pôle ou comme nous puissions vous aider à comprendre les tenants aboutissants de cette méthode. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur ces forces et faiblesses, à poser des questions. Mais je vais continuer là-dessus pour aller justement dans les notions de données environnementales, hein, donc les F2S et les PEP. Historiquement, ces F2S viennent de plusieurs normes. Je vais passer assez vite parce qu'après, il y a un historique qui résume ça assez bien. Mais globalement, c'est les normes internationales sur de l'affichage environnemental, la suite de normes ISO 14020 avec cette norme 14025 sur les éco-profils. Une norme française qui est arrivée en 2004 qui crée en fait les F2S, les déclarations environnementales produits liées au secteur du bâtiment, avec l'objectif d'avoir des informations objectives, qualitatives et quantitatives. Donc c'était complètement volontaire, il n'y avait pas du tout de réglementation, c'était en Europe finalement assez pionnier. Ça a été suivi derrière par une norme européenne qui a repris en grande partie ce qu'il y avait dans la norme française. Et qui crée les déclarations environnementales produits, EPD en anglais, hein, Environmental Product Declaration, mais c'est des F2S finalement européennes. Sauf que tout n'a pas été repris, donc du coup on va continuer à parler de F2S en France. L'objectif ici était moins d'avoir des notions sur les produits que déjà d'essayer d'avoir une vision bâtiment. Donc l'idée c'est de pouvoir faire des évaluations environnementales de bâtiments complets à travers ces F2S, enfin ces EPD en Europe. On a eu 2 amendements, un en 2014 qui n'a pas changé grand-chose, parce qu'elle a été très rapidement faite, mais surtout un amendement en 2019 qui change beaucoup de choses, on va le voir, puisqu'elle va être mise en application cette année en France, et ça va changer relativement beaucoup de choses. Voilà, et puis donc ce que je disais, hein, l'application en France de cette norme EN 15804, 15804, avec un décret français sur l'obligation de déclaration environnementale quand on veut faire des allégations environnementales. Donc c'était la première incitation forte de l'État, de dire si on veut communiquer sur nos performances environnementales, on doit avoir une F2S. Donc ça a été appliqué au 1er janvier 2014 pour les produits de construction et de décoration et au 1er juillet 2017 pour les équipements électriques, électroniques et de génie climatique, donc pour les PEP. Et puis, si on reprend l'historique là, alors c'est en petit, mais globalement, c'est ce que je viens de vous raconter, jusqu'en 2014. En 2016, on a un complément national qui officialise finalement les différences qu'il y a entre la norme européenne et ce qui se passe en France. On a des décrets qui sont ajoutés au fur et à mesure, qui vont rajouter de la complexité, mais aussi de la transparence et de la légitimité au F2S à travers notamment la vérification obligatoire des F2S. Donc maintenant, il y a toujours une personne habilitée, un expert indépendant qui va vérifier toute déclaration environnementale en France et en Europe d'ailleurs aussi. Et puis on voit en 2022, grosse année, tellement grosse année qu'on a fait une slide séparée. En décembre l'année dernière, donc 2021, des nouveaux arrêtés qui vont prendre en compte finalement la mise en place de la RE 2020 avec certaines nouvelles obligations, d'autres des variations par rapport à ce qui était fait avant. Donc en janvier, la mise en place de la RE 2020, l'entrée en vigueur en octobre
de cette année de la nouvelle version de la norme EN 15804, donc la norme européenne, et la publication du complément national qui sera en lien, puisque ce complément national se doit d'évoluer avec la norme européenne. Le complément national était prévu un peu plus tôt. Finalement, il va sortir bien en octobre cette année, normalement. Et donc, à partir d'octobre, on ne pourra plus faire de F2S selon la norme EN15804 plus A1, donc amendement 1, mais on sera bien obligé d'utiliser la norme EN15804 plus A2. Je reviens un petit peu après sur les différences qu'il y a entre les deux. Et pour résumer, donc voilà, ça résume un peu l'arborescence, en tout cas la façon dont les normes s'articulent ici. On voit au cœur de la slide la norme CASU 104, le complément national, le programme INIES. Donc c'est aussi une obligation de suivre ce qu'il y a à l'intérieur du programme INIES qui se doit d'être en cohérence évidemment avec les normes européennes et françaises, mais parfois, il y a des obligations supplémentaires. Et puis on voit en fait qu'il y a une série de normes, on n'a pas tout mis ici, mais qui gravitent autour de ce contexte normatif, des normes liées à l'analyse du cycle de vie, liées à l'affichage environnemental, liées aux durées de vie, liées à... Voilà. Donc c'est en fait les normes européennes, 15804 et françaises complément national, se nourrissent de ces normes-là qui existent autour aujourd'hui. Et puis, on l'a vu un peu tout à l'heure avec le tableau de Ronan, plusieurs types de déclarations environnementales, les F2S sur les produits de construction, avec une base principale en France, enfin unique d'ailleurs, c'est pas principale, unique en France, la base INIES, les profils environnementaux produits, avec une base PEP Eco-Passeport, qui en fait est directement lié pour les produits qui seront intégrés dans un bâtiment à la base INIES. Donc vous retrouverez des PEP aussi dans la base INIES. Donc vous n'avez pas besoin d'aller chercher, si vous faites des ACV bâtiments, les PEP dans la base PEP EcoPassport. Et puis des EPD en Europe. Et là, il y a énormément de programmes, quasiment un par pays. On a cité 3 ici, EPD Environdec qui est lié au système international EPD System en Suède. La base IBU en Allemagne, une base UL Environnement qui est plutôt mondiale, même si elle est intégrée aux États-Unis. Voilà. Donc on a plusieurs types de documents environnementaux qui se ressemblent, mais qui ne vont pas avoir les mêmes objectifs et souvent pas le même cadre. Donc sur les EPD, je ne vais pas beaucoup détailler là-dessus, mais on pourrait en reparler largement, notamment si vous avez des questions là-dessus. Et puis, encore une fois, je vais pas vous saouler avec toute la méthodologie d'analyse du cycle de vie, mais il y a 2-3 points importants qui sont nécessaires aujourd'hui pour que vous vous rendiez compte du travail aussi qui est nécessaire derrière pour vous. Un point rapide, je ne vais pas y passer longtemps sur l'unité fonctionnelle, mais bien se souvenir que justement, on a besoin de définir la fonction des produits. Donc, on ne pourra pas parler la plupart du temps, et à de rares exceptions, de mètres cubes, de tonnes ou de kilos d'un produit, mais on va bien définir une fonction avec un verbe d'action, porter, décorer, soutenir, enduire, etc. On a besoin d'une fonction du produit et d'un niveau de performance visé avec à l'intérieur des fonctions secondaires, notamment tout ce qui va être durée de vie, performance thermique, acoustique, etc. Donc, quand on voit une unité fonctionnelle, quand on voit deux produits qui semblent équivalents, parfois les comparer ne peut pas être possible parce que les fonctions vont être différentes. Et donc, voilà, il y a la notion de comparaison qui est là-dedans directement intégrée. Donc, cette notion d'unité fonctionnelle est extrêmement importante. Hop. Et pour revenir sur la spécificité des F2S dans une analyse du cycle de vie, on retrouve ici des étapes vous avez sans doute déjà pu voir dans les F2S, mais il y a 17 étapes en tout, qui sont, voilà, c'est une nomenclature qui est définie, des étapes A1 à A5 sur la partie production-construction, les étapes d'usage B, et puis les étapes de fin de vie C1 à C4. Rien d'exceptionnel là-dedans, mais c'est important de savoir que cette nomenclature existe et qu'elle sera identique, quelles que soient les déclarations environnementales produits que vous aurez, que ce soit en France ou à l'étranger. On les retrouve ici, donc c'est un schéma que vous retrouvez dans les normes, je le passe vite. Et puis, des points importants spécifiques méthodologiquement, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais 2 points ici importants pour vous, que vous ayez en tête, notamment pour ceux qui vont développer des produits innovants, on a besoin de données moyennées sur 1 an. Donc, quand on est sur un produit innovateur, un produit qui vient d'être créé, c'est compliqué de tout de suite faire une F2S. Il faut avoir un peu de recul. L'idée, c'est évidemment d'avoir des données environnementales qui soient les plus pertinentes possibles et qui ne soient pas sur le début d'une production ou sur des choses parfois un peu extrêmes. Et puis,
des données qui doivent être récentes, donc de moins de 5 ans. Donc, les données que vous allez récupérer sur vos sites de production doivent être de moins de 5 ans. Nous, dans nos bases de données génériques, on va récupérer des données qui sont de moins de 10 ans. C'est un peu différent. Donc, la qualité des données, ça c'est important. Les scénarios, je pense vous aurez l'occasion d'en reparler maintes fois, que ce soit en interne ou en externe. Les scénarios, les hypothèses, c'est des choses qui sont souvent remises en question. L'idée, c'est d'avoir des scénarios qui soient réalistes et représentatifs. C'est pas toujours la même. Il faut que ce soit une des solutions. Donc parfois, c'est pas la solution la plus probable. C'est une qui existe. La norme là-dessus est un peu, il y a une interprétation possible. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi des données collectives qui donnent des scénarios qui sont après suivis par des industriels individuellement. Donc ça, c'est des discussions qui sont à avoir quasiment à chaque fois dans la réalisation de FDS. Les scénarios, et puis un point important, le regroupement des produits. On parle de FDS individuel quand on a un seul industriel, un seul produit. On parle de FDS collective quand on a plusieurs industriels, donc plusieurs produits. Et puis il y a des FDS intermédiaires, ce qu'on appelle de FDS de gamme, qui sont cadrés maintenant par la norme, qui sont finalement un seul industriel, mais avec plusieurs produits. Donc c'est une gamme de portes, c'est une gamme de revêtement de sol, c'est une gamme de peinture. Et on va faire en fait une moyenne des impacts de ces produits-là pour pouvoir les regrouper au sein d'une même FDES. Donc, vous aurez dans ces cas-là un seul résultat pour de 2 à X produits. C'est bien cadré par la norme. On retrouve ici ce type de schéma-là. Donc, je ne vais pas rentrer encore une fois dans le détail, mais c'est en tout cas un processus qui peut se faire. C'est important de savoir que vous pouvez rassembler différents produits. Ça évite de se projeter en se disant qu'on va faire 50 F2S pour 50 références. On peut bien les regrouper. Il y a un cadre qui existe, qui est expliqué là rapidement. Et puis on retrouve les indicateurs. Donc je vous parlais de 28, je disais 27, mais c'est bien 28 indicateurs dans la norme EN 14104 plus A1 avec le complémentionnel. Ce sera 39 dans la version d'octobre. À la fin, dans l'ARE 2020, c'est bien le premier indicateur qui est le réchauffement climatique qui est utilisé. Donc il y a évidemment une espèce de pondération intuitive qui joue, mais il y a quand même 39 indicateurs qui seront calculés à partir d'octobre dans les FDES. Je ne les détaille pas tous, mais il y a beaucoup d'indicateurs environnementaux, changement climatique évidemment, mais tout ce qui va être aussi épuisement des ressources, par exemple. Et puis des indicateurs de flux, notamment de consommation d'énergie, de production de déchets et d'utilisation de matières secondaires, par exemple. Donc matières recyclées ou énergie secondaire. Je ne rentre pas trop dans les détails. Et puis, 2 points spécifiques, parce que vous allez en entendre parler, donc sans rentrer encore une fois dans le détail, parce que ça peut être assez long à expliquer, mais il y a la notion de carbone biogénique qui rentre en jeu. Pourquoi? Parce qu'on va le voir juste après, il y a la notion d'ACV dynamique qui est inclus maintenant dans les RE 2020. Et cette notion d'ACV dynamique se nourrit du carbone biogénique, qui est en fait le carbone stocké par des ressources renouvelables lors de leur culture. Et donc, ce carbone stocké est compté négativement quand on utilise la matière première renouvelable, biosourcée, et va être compté négativement. Donc, on va réémettre le carbone stocké, par exemple, quand on incinère le produit. Il y a finalement une émission de CO2. On le fait aussi quand on va recycler ou enfouir le produit. On va artificiellement réémettre le carbone qui est inclus dans le produit. Donc c'est un peu technique. Positivement, juste sur la deuxième partie, tu as dit 2 fois négativement, donc positivement en fin de vie. Donc on va avoir une rémission, donc finalement des impacts sur l'environnement, puisqu'on réémet du carbone. Pourquoi on prend ça? Donc c'est comme je disais, c'est parce qu'on parle d'ACV dynamique, c'est-à-dire qu'en fonction du moment où le carbone est émis, on va avoir une pondération entre 0,58 et 1 de ce carbone-là. Donc, si le carbone est émis aujourd'hui, on va finalement pondérer de façon plus importante ce carbone-là que le carbone qui sera émis dans 50 ans. Donc, évidemment que ça devient intéressant d'avoir des produits qui vont stocker du carbone pendant toute leur durée de vie et qui vont réémettre leur carbone que dans 50 ans. Donc, c'est théorique, c'est une construction scientifique, si vous voulez, mais c'est comme ça que l'Aéro 2020 fonctionne. Donc l'avantage, entre guillemets, ou le désavantage, selon comme on le voit, d'avoir des produits biosourcés ne va pas se voir dans les FDES directement, puisqu'on va réémettre le carbone, donc il va y avoir quasiment un bilan neutre.
Par contre, ça va se voir dans l'ACV bâtiment au niveau de la RE 2020, puisque le carbone qui sera réémis en fin de vie sera pondéré de l'ordre de, voilà, en tout cas inférieur à 1, ce qui va permettre un gain environnemental là-dessus. On pourra en revenir rapidement là-dessus si vous voulez après dans les questions, puisque c'est pas évident de l'expliquer en 5 minutes, et pourtant c'est central dans la façon dont la RE 2020 fonctionne. Oui, très clairement, effectivement, c'est vraiment un élément central, donc n'hésitez pas s'il y a des questions autour de ça à les poser encore une fois par l'intermédiaire du chat, on pourra y revenir en fin de parcours. Vous l'imaginez bien sur un webinaire, sur un temps court délicat en fait de traiter l'ensemble, j'allais dire des à la fois de la mécanique et des incidences qu'il peut y avoir en fait sur cette partie ACV dynamique, mais c'est quand même en fait un point crucial de la démarche et de la méthodologie, donc encore n'hésitez pas encore une fois s'il y a des questions autour de ça. Et donc pour ce qui concerne l'ACV bâtiment et la RE 2020, hein, on est bien sur une période de référence qui est, la période de 50 ans réglementaire, hein, en l'occurrence, donc c'est aussi là-dessus qu'il peut y avoir éventuellement, certaines discussions ou qu'on a eu beaucoup de débats en fait finalement avec différentes filières d'activités, vous l'imaginez bien, en amont de la publication du texte et puis à la publication du texte. Peut-être finir en fait sur cette partie-là et vous donner donc la manière dont on peut en tout cas vous accompagner, sur ces sujets. Hem, vous l'avez vu, vous l'avez compris, en fait, dans l'action du pôle et du groupement, on intervient bien, en fait, sur l'ensemble du cycle de vie, en fait, j'allais dire, du bâtiment, hein. Donc dans cette approche sur l'économie circulaire et sur la partie stratégie bas carbone, le pôle intervient depuis la conception, des composants du bâtiment et donc depuis, en fait, la réduction des impacts carbone, en fait, et environnementaux, des composants du bâtiment et donc là, on est bien à la fois d'un côté dans la mise en conformité réglementaire pour tout ce qu'on vient d'évoquer en fait précédemment et puis, 2e chose dans l'approche autour de l'éco-conception des produits, en fait à partir du moment où on va avoir cette photo initiale, jusqu'à, la fin de vie, et donc on traite à ce niveau-là en fait des sujets qui sont aussi en fait sur cette approche de revalorisation des déchets, ou des ressources en fait liées à la déconstruction et à la réhabilitation du patrimoine existant puisque, bah, c'est aussi un sujet. C'est qu'aujourd'hui on a un patrimoine en place, patrimoine sur lequel en fait, bah, qui vit et donc sur lequel on est amené à avoir des opérations de déconstruction ou de réhabilitation qui, «relarguent» entre guillemets, si je peux le dire comme ça, ou donc qui mettent à disposition en tout cas de la ressource sur lequel il y a une vraie réflexion pour se dire comment on peut mieux valoriser cette ressource et donc qu'est-ce qu'on peut faire en termes de réemploi, en termes de réutilisation ou en termes de recyclage, autour de ces gisements finalement de matière, et puis vous le voyez, on intervient à ce titre-là également en fait sur la partie intermédiaire de ce cycle de vie, c'est-à-dire sur la conception, la réalisation et l'exploitation maintenance des ouvrages. Je ne vais pas reprendre de la même manière, en fait, l'ensemble de ce slide en détail, mais retenez bien que la raison d'être du pôle sur ce sujet, hein, je vous l'ai dit, on est un pôle de compétitivité, on reste une association parapublique. Notre enjeu sur ce sujet-là, et vous voyez, c'est ce qui est repris sur la flèche verte à gauche, c'est d'assurer la montée en compétences, en fait, et l'accélération, alors avec beaucoup de modestie, hein, mais la montée en compétences et l'accélération de la filière sur ce sujet, en fait, du carbone et de l'économie circulaire. Et donc ça passe par un dispositif qui s'appuie sur le dispositif d'animation, typiquement ce que l'on fait aujourd'hui, des formations et puis un certain nombre de prestations de services, jusqu'à des outils qui ont vocation sur des cibles industrielles, sur les acteurs du bâtiment ou sur les acteurs de l'aménagement et du territoire, à vous aider à tester des choses, à mener des opérations pilotes et à partir de ces opérations, ben, en tirer un certain nombre d'enseignements finalement, pour faire en sorte que demain ces sujets-là puissent, alimenter et nourrir votre réflexion sur comment on l'accélère en interne et où est la faisabilité technique, où sont les modèles économiques associés, et puis derrière ça, comment aussi, peut-être de ces opérations-là, je peux jouer un rôle plus collectif donc contribuer à mobiliser la filière sur ce sujet ou à lui faire prendre conscience des enjeux, en fait, sur ces thématiques-là. Si on fait un focus un peu plus spécifique sur les acteurs industriels, hein, puisque vous voyez que dans cette partie ACV produits et donc sur cette notion d'internalisation des FDES et des PEP, on est quand même principalement, en fait, sur un sujet qui est à destination des acteurs industriels, même si la partie ACV bâtiment et RE 2020, pour le coup, elle adresse les acteurs bâtimentaires. On intervient, nous, en fait, de 6 manières auprès de ces acteurs industriels sur cette approche de stratégie bas carbone. La première, c'est sur des approches de formation. On va former des équipes aujourd'hui d'industriels, prescription, mais aussi les équipes techniques ou les équipes marketing et communication, hein, parce que vous avez vu qu'il y a des enjeux sur les 3, à ces sujets de l'économie circulaire et de la RE 2020, en fonction des métiers et donc en fonction de votre métier. Puisque vous voyez bien que l'incidence pour un industriel, on fait la même chose pour un maître d'ouvrage, ou pour des acteurs de la maîtrise d'œuvre ou pour des entreprises de construction. Eh bien, même s'il y a un socle commun, il y a quand même des choses qui sont spécifiques en termes d'usage et donc en termes d'implication par rapport à vos métiers de ces éléments-là.
Donc ça, c'est la première manière dont on intervient. La deuxième partie, c'est que, ben, on accompagne déjà, en fait, et vous l'avez vu tout à l'heure, on est à un peu plus de 500 FDES, et Lucas l'évoquait au niveau des V1, les acteurs industriels sur la production de leur FDES et de leur PEP, et on va y revenir plus en détail après, puisque c'est le sujet aujourd'hui. Que ce soit dans une logique externalisée ou dans une logique de prise d'un petit peu plus d'autonomie, en fait, sur ces sujets en interne. Hem, je parlais de l'autonomie, bah, typiquement, vous le verrez dans la suite, on peut dans cette approche sur l'autonomie, et on travaille aujourd'hui avec un certain nombre d'acteurs industriels pour aller mettre en place ce qu'on appelle des configurateurs, en fait, donc en l'occurrence le configurateur FDEC 5, qui a cette vocation à faciliter et à optimiser la production interne, en fait, pour un acteur industriel des FDES, et puis avec un enjeu qui va aussi être de pouvoir trouver, éventuellement certains éléments qui vont être intéressants ou en tout cas qui vont pouvoir alimenter en fait l'approche sur la stratégie d'éco-conception produit. Mais encore une fois, ça, on en parlera plutôt sur le webinaire du mois de septembre. On intervient sur la partie communication environnementale et sur le marketing opérationnel. Vous l'avez vu, on l'a évoqué tout à l'heure sur cette notion d'allégation environnementale. Depuis 2013, lorsque vous voulez communiquer sur une performance environnementale ou en tout cas, j'allais dire sur un packaging, sur un emballage ou sur, d'autres éléments, avoir en fait une communication, qui peut être assimilée à une allégation environnementale, et bien dans ce cadre-là, vous devez pouvoir le prouver et l'élément pour pouvoir le prouver, la base en fait de ça, ça reste l'analyse du cycle de vie produit, et donc c'est un élément qui est aussi important sur lequel on accompagne certains acteurs puisque avec l'entrée en vigueur de l'ARE, on voit bien que voilà, ces éléments-là sur la communication environnementale vont aussi catalyser une attention beaucoup plus forte et donc peut-être un peu plus de contrôle ou un peu plus de regard d'un concurrent, de concurrents en fait, entre eux, par rapport à ce qu'ils communiquent sur leurs produits. On intervient sur la mise en place de comparatifs également RE 2020, donc ça peut être assez intéressant. C'est qu'on peut faire un travail aujourd'hui d'étude et on est en train de regarder pour, des possibilités éventuellement de le faire via un outil. Hem, vous proposez des comparatifs en fait entre vos produits et des produits concurrents, avec un enjeu qui est aussi de pouvoir projeter ça par rapport à l'évolution des seuils de la RE qu'on connaît, hein, donc 2025, 28 et 31 qu'on a évoqué tout à l'heure, et de pouvoir tenir compte des actualisations qu'il va y avoir nécessairement de la base IGNES ou des bases qui permettent enfin qui sont les sources en fait, de données environnementales qui vont être utilisées. Donc là, l'approche sur ces comparatifs RE 2020, c'est quoi? Globalement, c'est que on prend des bâtiments types, pour lesquels on a les quantitatifs et on a les données, soit de par l'expérimentation E+C-, soit de par les premiers dépôts de permis de construire en fait, RE 2020. Donc on a à ce titre-là une palette très, très large d'ouvrages en fait qui nous permet quand même d'avoir finalement d'avoir des quantités disponibles sur toutes les typologies quasiment d'ouvrages en fait du marché. Et on va figer un certain nombre de choses sur ces ouvrages types. Donc, on va partir du principe qu'il y a des choses pour ce qui ne concerne pas vos propres produits, bah, sur lesquels on va faire des choix de systèmes constructifs, où on va figer un certain nombre de choses. Et puis sur le reste, ben, on va prendre vos données, les données en fait disponibles en fait des concurrents, et puis on va faire des comparatifs pour pouvoir regarder un petit peu plus en fait, et pour que vous, ça vous donne pardon, des premières sources d'informations, que ce soit côté industriel, mais pour le coup aussi côté maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre ou entreprise, pour aller, soit être dans une approche de réflexion anticipatoire sur la programmation que vous allez faire et donc sur ce que peut être la ce que pourraient être les seuils projetés, en fait, finalement, en termes de carbone, notamment de ces typologies d'ouvrages en fonction des solutions que vous allez, en fait, intégrer dans ces bâtiments. Soit quand vous êtes un acteur industriel, et bien, pour pouvoir, voir un petit peu comment vous vous positionnez par rapport à des concurrents et donc peut-être, accélérer vos réflexions sur l'éco-conception et sur la réduction des impacts environnementaux de vos produits. Et puis on intervient, et ça fait le lien avec ce que je viens de dire, sur la mise en place de stratégies d'éco-conception produits et de réduction de vos impacts carbone à l'échelle des composants, mais éventuellement également, et là pour le coup avec EVA plus en direct sur la partie process industriel en lui-même, même si bien évidemment dans l'éco-conception d'un produit, le process, ou en tout cas les consommations en eau, en énergie, les consommables interviennent, hein, dans cette logique-là, donc il y a des liens bien sûr entre le produit et le process, mais sur cette réflexion sur l'éco-conception produit et donc la réduction encore une fois des impacts. La partie FDES et PEP ou l'analyse du cycle de vie produit qui en est la source, n'étant qu'une «photo à date» entre guillemets, et donc, eh bien cette photo-là, bien évidemment, il va falloir l'actualiser dans le temps et ensuite travailler pour aller réduire en fait les impacts qui y sont associés. Donc si on fait un focus sur la partie ACV produit et donc sur la production des FDES et des PEP, bien vous le voyez, je ne vais pas revenir sur l'objectif, vous l'avez compris, c'est de vous aider en tant qu'industriel à, pouvoir avoir en fait à modéliser déjà et donc à réaliser l'ACV produit en fait, soit d'un produit individuel, donc d'une référence, soit de gamme
de produits pour pouvoir derrière, en fait, avoir des FDES et des PEP que vous allez pouvoir publier sur la base Ignes et donc pour lesquels vous allez pouvoir mettre à disposition des données pour, les acteurs ensuite bâtimentaires, hein, qui vont eux modéliser la CV bâti. Les démarches en fait de l'ACV produit, les différentes étapes de l'accompagnement, ce sont des choses qui sont relativement classiques. Ce qu'il faut retenir, je l'ai dit tout à l'heure et c'est quand même un élément important, je vous disais que c'est un peu plus de 500 FDES aujourd'hui, réalisés à destination des acteurs du bâtiment. C'est qu'on voit bien qu'avec l'entrée en vigueur de la RE quand même, on peut avoir, en tout cas, il y a des gens qui sont très, très bons, sur ce sujet-là, mais on peut avoir aussi peut-être certains acteurs qui «s'improvisent» entre guillemets un petit peu plus en capacité ou en tout cas qui vont avoir besoin de tester des choses avec des premiers acteurs, pour pouvoir en fait et bien, j'allais dire asseoir une activité d'étude. Bon ça peut être un petit peu risqué donc voilà, c'est juste un peut-être un point de vigilance en tout cas si demain en tant qu'industriel vous vous lancez dans ces démarches-là, de savoir avec qui et comment vous le faites. En soi, les étapes en elles-mêmes, en fait, de réalisation de l'ACV, elles sont assez classiques et je vais revenir par contre sur quelques points de vigilance et notamment sur le planning. C'est qu'en première intention, on va passer par une phase de lancement du projet, on va avoir une phase de collecte de données environnementales et de collecte de données sanitaires, donc pour lesquelles nous, on vous met à disposition, j'allais dire, les formats et puis on a un échange ensemble aussi sur la définition de l'unité fonctionnelle qu'évoquait Lucas tout à l'heure, qui sont extrêmement importants. À partir de ça, on va modéliser en fait la partie analyse du cycle de vie, donc via un outil aujourd'hui qui est CIMAPRO en l'occurrence, pour avoir un premier calcul. Il y a une petite coquille, il faudra qu'on enlève le E, un petit calcul, enfin un premier calcul, des résultats, de cette partie ACV produit et donc là, on va avoir un temps de discussion intermédiaire. Lucas a évoqué tout à l'heure toute cette notion autour des scénarios, autour de cette approche en fait sur les hypothèses qui sont prises. Ben, l'enjeu de cette réunion intermédiaire, c'est bien ça, c'est de faire un certain nombre d'ajustements, de bien revalider un certain nombre de choses. Ça pourrait être le cas aussi dans des questions sur une approche de gamme. Pourquoi? Parce que peut-être dans cette logique de gamme, on va avoir des choses qui sont aux extrêmes et qui peuvent être pénalisants finalement pour la moyenne et donc on va peut-être faire le choix d'extraire de cette logique de gamme ou alors des produits à l'intérieur de cette gamme sur lesquels vous savez qu'il y a une tension de marché forte et un besoin d'aller, soit une tension de marché, soit, j'allais dire un produit sur lequel vous êtes très bon finalement et bien meilleur que tous vos concurrents et sur lequel il peut avoir un intérêt à avoir une approche, de FDES individuelle. Donc voilà, en tout cas cette réunion intermédiaire, elle sert à avoir une discussion, j'allais dire un peu plus éclairée en fait sur base de cette première modélisation et de ces premiers résultats, autour de ces différents éléments-là, pour aller figer les hypothèses et figer un certain nombre de choses en vue en fait de la réalisation de la FDES et donc à ce titre-là, eh bien on va derrière vous accompagner dans la rédaction du rapport, à destination du vérificateur avec donc un enjeu qui va être ensuite de communiquer, ce rapport à un vérificateur donc qui est 2 choses, hein, une obligation réglementaire enfin 3 choses peut-être là-dessus, qui est un une obligation réglementaire, 2 qui doit être fait bien évidemment par un vérificateur tiers indépendant qui est une personne, donc c'est Intuiti Personae qui engage sa responsabilité, personnelle et troisième chose et c'est important et ça fait le lien avec ce que je voulais vous dire sur le planning, c'est qu'aujourd'hui, à l'échelle nationale, alors j'ai toujours un doute, j'ai mal enregistré le chiffre la première fois, je sais plus si c'est 26 ou 28, mais c'est pas grave. Lucas, tu peux peut-être Non, mais ça change, il y en a qui arrêtent, il y en a qui reprennent, donc c'est entre, en tout cas, c'est autour de 28, ouais. ouais, donc il y a 28 vérificateurs, on va dire, au niveau national, on est dans cet ordre de grandeur-là. Donc vous imaginez bien qu'avec, l'entrée en vigueur de la RE et avec la masse de sollicitations, en fait, j'allais dire, d'acteurs industriels pour aller couvrir, bah, les différentes références ou les différentes gammes du marché, qu'on a une forme de goulot d'étranglement très, très fort, en fait, sur cette approche de vérification, et que donc, ben, au plus tôt on va anticiper ça et au plus on va se positionner, j'allais dire, tôt dans la file d'attente, hein, parce que c'est ça la réalité, au plus on a une chance, j'allais dire, d'avoir une capacité à publier rapidement une FDES puisque, la FDES ne pourra être publiée que post-vérification. Voilà et donc à ce titre-là, on va avoir nous un rôle, dans notre accompagnement vis-à-vis des acteurs industriels qui va être bien évidemment de gérer la partie aller-retour en fait et échange avec le vérificateur, parce qu'en général il y en a toujours, pour aller avoir en fait intégré ces remarques dans la FDES finale en vue de sa publication, hein et donc pourquoi je disais ça? C'est parce que vous voyez qu'en bas sur ce planning théorique de 6 mois, dans les faits aujourd'hui, il y a 2 choses. La première, c'est qu'il y a un enjeu très fort sur les premières étapes, c'est-à-dire notamment sur les phases de collecte de données, puisque là, c'est l'acteur industriel et ses équipes. Nous, on a un rôle de mise à disposition des formats et d'accompagnement et
d'aller-retour, en fait, finalement, avec le ou les acteurs industriels qu'on accompagne. Mais malgré tout, cette phase de collecte, au plus on va être efficace, au plus on va aller vite dans cette phase de collecte, au plus on se met en capacité rapidement de modéliser la partie ACV produit. Et donc à l'inverse, au moins on l'est, au plus on va avoir d'incidence sur le planning. Et la deuxième chose, c'est ce que je vous évoquais sur la vérification, c'est qu'il y a un enjeu quand même très, très fort sur la vérification. Aujourd'hui, ce délai de 6 mois, il a plutôt tendance à s'allonger à 8, 9, 10 mois, voire un petit peu plus, de par ces contraintes de vérification notamment, parce que, bah, le plan de charge des vérificateurs est extrêmement élevé. Donc nous, on joue un rôle là-dessus pour aider les industriels à anticiper, j'allais dire, le choix du vérificateur, et donc assez tôt dans le parcours, peut-être contractualiser avec la bonne personne pour la prévenir du fait qu'elle va avoir là une vérification à faire et qu'elle intègre ça dans son plan de charge pour qu'on essaye de réduire au maximum ce délai de vérification. Mais donc, on ne peut que vous inciter, j'allais dire aujourd'hui, soit quand vous êtes dans une démarche collective, bah, à accélérer et aller au plus vite dans cette démarche collective et notamment en fait sur cet axe qu'est la vérification, dans l'anticipation de cette vérification. Et puis quand vous êtes des acteurs individuels, peut-être, enfin industriels, qui vous questionnez sur l'intérêt de faire des FDES individuels, bah, on peut en échanger ensemble, mais peut-être en tout cas à vous dire que ça a tout à fait du sens d'aller aujourd'hui dans cette logique le plus tôt possible, pour avoir derrière des données qui vont être disponibles le plus tôt possible pour les acteurs de la maîtrise d'œuvre, de la maîtrise d'ouvrage, lorsqu'ils vont en fait modéliser la partie ACV bâtiment. Hein, et donc ça, c'est important. Et peut-être juste un éclairage là-dessus, c'est que Lucas a parlé du complément national, hein, et donc de la partie plus à 2 avec l'entrée en vigueur en fait du complément au mois d'octobre. Sachez que le travail qu'on fait aujourd'hui, même s'il y a encore des choses qui sont à arrêter, mais est un travail d'anticipation sur l'entrée en vigueur, j'allais dire, en fait, en octobre de ces éléments-là, pour qu'on puisse faire un travail préparatoire à vos côtés qui soit déjà en anticipation de la conformité réglementaire. Et donc sur lequel derrière on aura des petits ajustements, mais bon, la présence dans les comités normatifs permet quand même d'anticiper beaucoup de choses à ce niveau-là, dans les logiques et dans les approches qu'on peut avoir avec. Je vais pas redécliner tout parce que ça n'aurait vous l'aurez et puis si vous souhaitez qu'on en échange, c'est surtout, on pourra le faire. Ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on passe un peu plus de temps sur les questions-réponses. Vous avez de repris ici chacune des étapes un petit peu détaillées, donc avec le contenu de chacune de ces étapes-là. Voilà, je passe assez vite là-dessus, j'ai à peu près tout dit. Peut-être ce qui est important et je redonne la parole à Lucas, c'est qu'on fasse un focus sur le configurateur FDEC. Pourquoi? Parce qu'on peut être dans une approche qui est double, hein, sur cette partie FDES et PEP, soit externalisation, avec un enjeu qui est de se dire, bah, soit vous n'avez pas la compétence en interne, soit vous voulez très, très rapidement en fait, aller sur certaines gammes de produits pour lesquels vous savez que votre ressource interne ne permettra pas de l'absorber et donc vous allez externaliser en fait tout ou partie de cette démarche, soit dans une démarche un petit peu plus de réflexion d'internalisation, soit pour des questions de déclinaison de gamme, soit pour des questions de recherche et d'anticipation de certains axes de recherche et développement, soit pour des questions tout simplement d'être autonome en fait sur la production de ces FDES et de ces PEP. Et à ce titre-là, le configurateur est un bon outil pour le faire, mais je vais voilà, passer la parole à Lucas pour Ouais. détailler un petit peu ça. Ah, effectivement, c'est vraiment, il y a une notion de second temps parfois, hein, de se faire la main sur des premières FDES, on le voit souvent, et puis après de se dire bon bah finalement on a besoin de massifier un peu la chose parce que ça fonctionne bien, parce que c'est quelque chose qui est apprécié en interne ou en externe. Donc juste en 2 minutes, effectivement, on a développé nous un configurateur qui s'adapte à chaque besoin en fait, hein, en partant d'une FDES ou d'un PEP principal, puis en déclinant ce document-là en fonction du nombre de références qu'il peut avoir. Le plus simple à imager, hein, c'est un isolant qui a une certaine épaisseur. On peut après faire rapidement toutes les épaisseurs suivantes en faisant des FDES uniques, hein, enfin individuelles. On remet bien en perspective par rapport à ce que je disais tout à l'heure. On peut aussi faire des FDS de gamme. Ça dépend un peu de la stratégie que vous pouvez avoir. Mais en tout cas, le configurateur est là, FDEC 5 est là pour pouvoir faire facilement et en autonomie des FDS individuels à partir d'une FDS qu'on aurait fait en commun. Donc, rapidement, pour vous montrer comment ça fonctionne, hein, finalement, on fonctionne de la même manière que pour la réalisation de F2S. On modélise un cycle de vie initial. Et puis après, le logiciel va nous permettre de décliner rapidement dans des tableaux et dans des documents les résultats d'une autre référence. Ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire que il y a une application, enfin c'est pas une application, il y a un site web sur lequel vous avez accès et nous en fait on gère tout ce qui est en amont
donc notamment la partie finalement modélisation liée au logiciel Cimapro. Et puis, il y a une transmission d'informations entre les deux applications, finalement, entre la partie web et la partie Cimapro. Mais du coup, il n'y a pas de visibilité de l'un envers l'autre. Donc, notamment, vous n'aurez pas forcément accès à la modélisation derrière. Il y aura bien leur passage par ceux qu'on modélisait, donc en l'occurrence là. Et puis, rapidement, voilà, alors là, on ne voit pas très bien parce que c'est blanc sur blanc, mais en gros, ça fonctionne sous le format d'un formulaire, c'est-à-dire que vous rentrez en fait des informations qui auront été liées à la modélisation en amont. Donc, c'est la quantité de matières premières que vous avez, c'est la quantité d'énergie que vous consommez sur un site de production qui sera peut-être différente si jamais vous faites un isolant de 20 mm ou un isolant de 120 mm. Et dans ces cas-là, les valeurs changent, mais tout le formalisme et tout le modèle derrière ne change pas. Donc ça vous permet finalement, en peut-être une demi-journée, peut-être même moins, de remplir toutes les nouvelles valeurs que vous avez sur le produit que vous souhaitez de nouveau analyser et d'en sortir des livrables qui sont demandés par l'INES et par la norme, c'est-à-dire la FDES en elle-même, le document, le rapport qui sera lui générique et qui ne sera pas réédité à chaque fois, et puis après des documents plus techniques, notamment les résultats qui vous permettront d'insérer ou d'intégrer la F2S sur la base INES, et puis un document Excel qui sera envoyé au vérificateur pour que celui-ci puisse voir les différences qu'il y a entre la F2S qu'on appelle la F2S mère, ou la F2S de référence, et les F2S filles qui vont découler de ce logiciel FDEC. Donc voilà la base de ce logiciel-là. Il y a énormément de modules qui existent ou qui vont exister dans les prochains mois et années là-dessus. On développe déjà des modules sur des EPD, donc pour l'Europe. On est en fin de développement aussi d'un module sur l'éco-conception, donc là où on va plus être dans le cadre réglementaire, mais on va être sur finalement l'utilisation interne pour essayer de voir, voilà, en changeant de matière première, comment changent les résultats. Donc c'est un outil qui est en évolution, qui a maintenant une dizaine d'années et de façon générale, et mais un an sous ce format-là web. Donc voilà rapidement pour parler d'FDEC, qui est en fait on appelle ça configurateur, outil de développement de FDES individuel. On peut appeler ça de plein de manières différentes, mais voilà un peu l'idée. Et donc pour rester, on a un tout petit peu enfin, on est encore dans le timing, donc ça va, mais pour rester dans le timing, donc je vais pas forcément revenir sur des éléments de conclusion spécifiques. Je pense que vous avez bien compris, en fait, quelle était la teneur de la réunion d'aujourd'hui. Peut-être vous donner quelques éclairages sur, ce que sont les prochains événements au niveau du pôle. Retenez notamment, en fait, bon, le 16 juin avec les rencontres de l'innovation et l'assemblée générale. Donc les rencontres de l'innovation sont ouvertes, à tous et donc auront lieu, en fait, en Alsace, donc n'hésitez pas si vous souhaitez y participer. Et puis l'assemblée générale, elle, est bien évidemment liée et destinée aux membres du pôle, mais voilà, pour ceux qui ne le seraient pas, on peut tout à fait discuter et voir en fait, si vous souhaitez rejoindre le pôle, on sera ravis de vous accueillir. On aura ensuite le 24 juin un webinaire qui est dédié plutôt à l'innovation donc et aux dispositifs de projet de recherche, pour la notion d'innover dans le bâtiment. Le 13 septembre, donc le prochain webinaire économie circulaire que j'évoquais sur l'éco-conception et puis ensuite des dates en septembre. On vous a repris, les contacts du pôle également et puis nos 2 coordonnées à Lucas et à moi, donc n'hésitez pas s'il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez qu'on poursuive les échanges et puis on peut peut-être il y avait une question je crois d'Anissa, il y en a peut-être d'autres affichées et on voilà, prendre un petit temps juste pour répondre aux quelques questions qu'il pourrait y avoir. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à nous les poser, on va s'attacher à y répondre sur les quelques minutes qui nous restent. Et pour ceux qui n'auraient pas le temps, en tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir participé à cet échange et bon appétit à tout le monde et au plaisir de pouvoir continuer à échanger. Mais on peut peut-être, Rémi, si tu veux bien afficher la question d'Anissa qui est importante sur le carbone biogénique. Ouais, j'ai pris le temps de la lire, donc je vais pouvoir y répondre le temps que ça s'affiche. Mais effectivement, donc c'est la notion de carbone génique, comment c'est mesuré, comment c'est intégré dans la FDES, comment on fait le lien entre FDES et ACV bâtiment. Alors déjà, comment c'est mesuré, comme pour toutes les données, finalement, c'est pas à nous, au cabinet qui vous suivra, ni d'ailleurs à la base INES de mesurer, de faire un contrôle de la mesure du carbone biogénique au sein d'un produit. Il y a des documents bibliographiques qui existent. Pour le bois, par exemple, c'est assez bien cadré. Pour
pour d'autres cultures, il y a des choses qui existent, hein, dont on sert. Il y a une norme qui existe sur le calcul du carbone biogénique, dont j'ai oublié le numéro, mais qui existe aussi. Donc là-dessus, il y a bien, alors il n'y a rien dans la norme EN 15804, hein, mais c'est, encore une fois, comme je vous disais, c'est la norme qui se nourrit des normes autour, et puis de façon après de calculer de façon générique le carbone biogénique. Donc là, il y a finalement, il peut avoir plusieurs façons de le faire. Ça peut être des tests, ça peut être de la bibliographie, ça peut être des références normatives. L'idée, c'est d'arriver à une valeur qui corresponde à tout le monde, au produit, à l'industriel, et puis au vérificateur principal. Donc, il n'y a pas forcément d'exigence, si ce n'est le fait de justifier la quantité de carbone biogénique qu'on a à l'intérieur du produit ou de la matière. Dans les F2S, c'est pas vraiment mis en valeur, en tout cas aujourd'hui. Il y a juste un élément, c'est-à-dire qu'il y a la quantité de carbone biogénique qui est notée de façon brute. Donc ça, c'est aujourd'hui ce qui est fait dans la norme A1. Dans la norme A2 qui va arriver en octobre, il y a en fait un indicateur qui est séparé. Il y a l'indicateur changement climatique global qui est lui divisé en 3 autres indicateurs, si je ne me trompe pas. L'indicateur carbone biogénique fossile, l'indicateur changement climatique fossile, changement climatique biogénique et changement climatique utilisation des sols. Et donc, dans ce deuxième indicateur, changement climatique biogénique, on va avoir la quantité de carbone biogénique, enfin de CO2 biogénique, hein, CO2 équivalent biogénique, même si je veux être précis, au sein de chacune des phases du cycle de vie qui sera indiquée dans la F2S. Donc ça, c'est la façon dont ce sera précisé à partir d'octobre. Mais encore une fois, le bilan neutre, donc si on va en regardant le total sur le cycle de vie, sera a priori neutre, puisqu'on sera obligé de réémettre en fin de vie, ce qui sera capté en début de vie. Alors ce sera peut-être pas complètement neutre pour des raisons, là ce serait vraiment entrer dans le technique, mais pour des raisons d'enfouissement, de captation du carbone de façon résiduelle, etc. C'est un peu plus complexe, mais en gros, il y a globalement un bilan neutre. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? J'essaie de relire. Ouais, ouais, bah, j'ai juste remis effectivement un exemple sur la norme, sur les carbones biogéniques, donc Merci. 16485. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions? J'espère, Anissa, qu'on a répondu effectivement à ces interrogations-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je crois qu'il y en a une, en fait, de Jean-Marie, si on peut l'afficher, Rémi, où ça récupère une technique. Ouais. Alors c'est sur le périmètre de la RE 2020. Ouais. J'ai pas tout en tête, mais effectivement, tout ce qui va être aménagement extérieur, donc voirie, etc., va être pris en compte. L'éclairage, c'est une bonne question. Est-ce que l'éclairage extérieur est pris en compte? A priori, oui. Mais par contre, on va pas prendre en compte, par exemple, des aménagements du type parc voilà, comment on dit ça, plantation extérieure. On est vraiment sur le bâtiment et sur les matériaux de construction du bâtiment. Il y a une notion, par exemple, de chantier qui existe. Donc, on parle du bâtiment, mais aussi de la façon dont c'est pris en compte. Et puis de consommation en usage, eau, énergie. En détail, c'est une bonne Alors, question. J'ai plus de ouais, texte. ça, s'il y a besoin, Jean-Marie, je me note la question, et juste Rémi, si tu veux bien, alors c'est pas affiché, mais si tu veux bien, en tout cas, extraire le chat et garder la trace du chat enregistrée. En tout cas, je me note la question et on pourra vous y répondre soit si vous me transmettez un mail avec vos coordonnées, sinon je dois les avoir dans votre inscription. On pourra vous reconfirmer exactement, en fait, pour ce qui est des parties extérieures du bâtiment, ce qui est pris en compte et comment. C'est un peu spécifique là-dessus. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Pour l'instant, j'en vois pas. OK. Bien écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, encore une fois, merci à tous. Merci, voilà, à ceux qui sont restés aussi jusqu'au bout, de votre participation à ce webinaire. On espère que ça vous a intéressé. Et puis, eh bien, n'hésitez pas encore une fois à me contacter et je ferai le relais, ou à contacter Lucas. En tout cas, on peut regarder la suite de ces éléments-là ensemble. Et puis pour ceux qui sont intéressés aussi par la partie éco-conception, on vous donne rendez-vous en septembre. Merci à tout le monde et très bon appétit à tous. Au revoir. Au revoir à tous.